Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le calendrier électoral se précise au Gabon en vue des élections générales du 26 août prochain. Après l'enrôlement des électeurs, place à la deuxième phase qui est celle des réclamations et de la vérification des noms des électeurs sur les listes électorales. Le forum Invest in Sénégal se poursuit à Diamniadio. Cette rencontre de 3 jours entre dans le plan Sénégal émergent qui prévoit une transformation durable de l'économie sénégalaise. Un rendez-vous qui se tient sous le haut patronage du président Macky Sall. Et nouveau point de rupture entre l'Algérie et la France dès le mois de septembre. La langue française sera remplacée par l'anglais dans les universités. Une décision que plusieurs observateurs attribuent aux tensions diplomatiques persistantes entre la France et l'Algérie. Tout d'abord au Soudan, les affrontements ont repris dans la matinée de ce vendredi 7 juillet dans la capitale Khartoum entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Hemedti. D'après plusieurs témoignages rapportés par des civils à la presse, les deux camps ont fait usage d'armes lourdes et légères. Des bruits de canons ont été entendus et des avions de combat ont survolé le sud de la capitale. D'autres grandes villes ont également été le théâtre de combats similaires. C'est le cas d'Omdurman. Et comme depuis le début des hostilités, les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité sur le déclenchement des combats. Rappelons que cette guerre de pouvoir a fait plus d'1 millier de morts et près de 2,5 millions de déplacés et réfugiés depuis le 15 avril dernier. L'exécution du calendrier électoral se poursuit au Gabon en vue des élections générales du 26 août prochain. La première phase électorale s'est achevée avec l'enrôlement des électeurs. La seconde s'est ouverte ce vendredi 7 juillet et durera 3 jours. Elle porte sur les réclamations et la vérification du nom des électeurs, un sujet de la rédaction. Les élections générales du 26 août approchent à grands pas au Gabon. Le ministère gabonais de l'Intérieur a dressé le 6 juillet devant la presse le bilan de la première phase électorale qui a duré 33 jours. Nombre d'inscriptions ou d'enrôlements tout azimut, 1 255 662. Seuls 143 971 sont réellement des primo-électeurs, ceux qui pour la première fois sont inscrits sur la liste électorale. En ce qui concerne la période d'inscription, entre le 9 mai et le 7 juin, 55% de Gabonaises et de Gabonais se sont inscrits. Et pendant les 3 jours de prorogation, on a eu près de 45% de nos compatriotes qui se sont inscrits. Le ministère gabonais de l'Intérieur a en outre annoncé un délai de 3 jours pour faire des réclamations sur les erreurs matérielles sur les patronymes. Les Gabonaises et Gabonais sont invités à vérifier que leur nom ait bien été écrit lors de l'enrôlement auprès des centres de révision de la liste électorale. Après cette première phase de révision, il y a une seconde qui est réservée aux réclamations, la correction des erreurs matérielles ou sur les patronymes, et pour ceux-là qui ont eu 18 ans dans la période requise pour la seconde révision. Donc cet après-midi, nous avons convié ici pour évoquer donc cette seconde révision qui va commencer demain, le 7 juillet, pour s'achever le 9 juillet. La liste électorale sera éditée puis remise au Centre gabonais des élections, CGE, au plus tard le 27 juillet. Le Gabon connaîtra pour la première fois de son histoire la tenue simultanée des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août 2023. Les dossiers de candidature à ces scrutins doivent être déposés au Centre gabonais des élections avant le 11 juillet à 18 h. Pour l'heure, le président Ali Bongo Ondimba n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature et l'opposition s'avance en ordre dispersé pour la présidentielle à un tour. Une quinzaine de personnalités ont annoncé leur intention de briguer la magistrature suprême. Également dans l'actualité, les pays membres de la CEDEAO seront réunis en sommet ce dimanche 9 juillet en Guinée-Bissau pour juger des avancées des transitions en cours
au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. 3 pays où les dirigeants issus de coups d'État militaires se sont tous engagés à organiser des élections pour un retour des civils aux affaires au terme des régimes de transition. Ce sommet doit donc permettre d'évaluer l'état d'avancée des chronogrammes fixés par la CEDEAO et par les autorités de transition des États concernés. Des 3 pays, le Mali sera probablement le plus gros dossier avec la nouvelle constitution adoptée à 97% des suffrages par référendum dont les résultats sont contestés par l'opposition malienne. Le forum Invest in Sénégal, ouvert depuis ce jeudi, se poursuit, ou plutôt s'est poursuivi ce 7 juillet à Diamniadio. Cette plateforme ambitionne d'impulser le développement des marchés dans une logique d'intégration du commerce local en favorisant les partenariats publics-privés et les rencontres entre professionnels et investisseurs sous le haut patronage du président Macky Sall. Le point sur cette rencontre qui se tient jusqu'à ce samedi 8 juillet avec Samantha Saberou-Saboubanga. Le Sénégal en vitrine, c'est la photographie qui peut être faite du forum Invest in Sénégal alors que les autorités de ce pays projettent une transformation structurelle de l'économie. Durant les travaux à Diamniadio, les investisseurs présents, 1300 selon les données officielles, ont exploré de nombreuses opportunités, plus de 50 projets estimés à 2000 milliards de dollars en termes d'investissement. Pour le président Macky Sall, le Sénégal, tout comme l'Afrique, dispose des garanties nécessaires pour capitaliser des investissements. S'il y a un pneu qui est brûlé au Sénégal, on dégrade tout de suite le Sénégal. Parce qu'il y a 2 tartampions qui ont brûlé des pneus, qui l'ont jeté dans l'Internet. Vous allez dans un pays du Nord, on brûle 100 pneus et 400 000 bâtiments. La note ne bouge pas. Voilà le problème. Et nous allons payer donc l'impertinence de certains citoyens, c'est normal, bon, faut l'accepter. Il faut savoir qu'on va le payer cher. Parce qu'on va dire, oh, Sénégal, c'est maintenant dangereux. Il n'y a aucun danger ici, je vous assure, il n'y a aucun danger. Mais le combat, c'est ça, changer la perception sur le risque en Afrique. Si on le fait, vraiment, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour les partenaires, c'est gagnant pour les pays et c'est gagnant pour l'Afrique. L'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne, le Sénégal ambitionne de conjuguer l'essor de son attractivité économique. En outre, le gouvernement du Sénégal a pris des mesures importantes pour améliorer l'environnement des affaires du pays, qui facilite notamment la création et l'exploitation d'entreprises à travers le pays. Il s'agit pour nous d'insérer le Sénégal dans l'agenda des investisseurs étrangers et de contribuer à faire de Dakar un hub de services et d'attractivité de l'investissement direct étranger. Je dois dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies car notre pays dispose de l'écosystème global approprié. À travers le plan Sénégal émergent, boussole de l'action publique, le gouvernement projette un taux de croissance à 2 chiffres pour 2023. Le Forum international des investisseurs, qui a donné lieu à plusieurs signatures de conventions, participe à cette stratégie. Outre l'environnement des affaires qui s'appuie sur plusieurs facilités, le Sénégal mise aussi sur sa réputation de grande démocratie en Afrique, renforcée ces derniers jours par le renoncement du président Macky Sall à un autre mandat pour convaincre les porteurs de capitaux. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, l'opposition est descendue massivement dans les rues de Mombasa ce vendredi 7 juillet pour protester contre l'augmentation des taxes et le coût de la vie. En réponse à cette manifestation, les forces de l'ordre kenyanes se sont fortement mobilisées et ont tenté de disperser les foules à l'aide de gaz lacrymogène. Rappelons que ces nouvelles taxes, très contestées,
émane de la loi de finances qui a été promulguée la semaine dernière par le président William Ruto pour renflouer les caisses de l'État. Bien que ce projet ait été suspendu le 30 juin par la Haute Cour de Nairobi, l'autorité kenyane de régulation de l'énergie avait annoncé le même jour une augmentation des prix à la pompe pour tenir compte du doublement de la TVA à 16%, comme le prévoit la loi, ce qui a provoqué le mécontentement d'une partie de la population. C'est une infrastructure qui ouvre la voie à l'intégration régionale en Afrique. Le corridor ferroviaire angolais Lobito a été inauguré le 4 juillet. Il relie la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. Ce nouvel itinéraire doit permettre de réduire les coûts logistiques et accroître la coopération sud-sud. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Mardi 4 juillet 2023, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola ont inauguré le corridor ferroviaire angolais de Lobito pour exporter leurs minerais sur l'ensemble de la région Afrique australe et au-delà. Reliant l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo, le corridor port-rail de Lobito devrait permettre de réduire les coûts de transport et les délais d'acheminement des marchandises, ce qui aura un impact sur les prix et la compétitivité des sociétés d'exploration. Le corridor devrait également permettre de stimuler l'agriculture, le tourisme et servir de plateforme logistique. Je réitère également mon vœu de voir ce corridor contribuer à la consolidation des liens de fraternité et à renforcer la paix entre nos États et à favoriser les conditions d'une intégration régionale aboutie. L'Afrique australe est la partie du continent la plus riche en minerais et en ressources énergétiques et compte pour près de 36% des ressources minières mondiales. Cependant, le transport de ces minerais est souvent confronté à d'énormes problèmes logistiques selon des experts. Pour pallier cette situation, en marge de l'inauguration du corridor de Lobito, les 3 États ont signé un accord visant à faciliter le transport de leurs minerais. L'instrument signé sous l'égide de la Communauté de développement d'Afrique australe devrait permettre de renforcer la coopération sud-sud et de booster les échanges entre l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie et les États d'Afrique australe. Je ne saurais conclure sans renouveler mes félicitations au gouvernement angolais ainsi qu'aux autorités de la ville de Lobito pour tous les efforts consentis en vue de la réussite de l'organisation de cette cérémonie qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Que vive la République d'Angola, que vive la République de Zambie, que vive la République démocratique du Congo, que vive le corridor de Lobito. La République démocratique du Congo et la Zambie sont les 2 principaux producteurs africains de cuivre, avec 2,36 millions de tonnes de cuivre produits en 2022 par la République démocratique du Congo et 72 694 tonnes produites par la Zambie en 2022. Les 3 États ont également convenu d'utiliser de façon optimale le corridor ferroviaire de Lobito afin de matérialiser les engagements pris au niveau de la SADC et des zones africaines de libre-échange. L'Algérie décide de remplacer la langue française par l'anglais dans les universités dès septembre prochain. Il s'agit d'un changement important puisque jusqu'à présent, l'anglais était seulement enseigné comme une filière. Pour de nombreux observateurs, cette décision émane des tensions persistantes entre l'Algérie et la France. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Les autorités algériennes ont décidé de remplacer de manière progressive la langue française par l'anglais dans les universités. L'expérimentation démarre avec la nouvelle année universitaire en septembre. En 2022, l'Algérie avait lancé des procédures pour commencer à enseigner l'anglais dans les premières étapes de l'enseignement en remplacement du français à la suite des tensions politiques avec la France. Le président de la République, comme vous l'avez dit, a placé l'université au cœur de notre avenir. Notre université qui n'a cessé d'accueillir, de former et d'insérer dans la vie professionnelle une bonne partie de notre jeunesse.
En février 2023, les autorités algériennes ont décidé de ne plus délivrer les laissez-passer consulaires, documents indispensables pour conduire les Algériens visés par des mesures d'expulsion du territoire français. Ces décisions avaient été prises par les autorités algériennes à la suite du rappel le 8 février de l'ambassadeur d'Algérie en France suite à l'affaire dite Amira Baroui, la franco-algérienne dont l'arrivée en France via la Tunisie avait provoqué une crise diplomatique entre Paris et Alger. Cela dépend des moyens que possède chaque établissement universitaire. Il y a des universités ou bien des établissements d'enseignement supérieur qui n'ont pas de CEL, c'est-à-dire des centres d'apprentissage intensif des langues. Donc, ils peuvent s'associer à la plateforme EDX, comme ils peuvent aussi inscrire leurs enseignants dans des formations diplômantes. Rappelons que c'est le 1er juillet que le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a envoyé une lettre aux directeurs d'université leur demandant d'organiser des réunions et de former des équipes pédagogiques avant les vacances d'été afin de préparer l'adoption de l'anglais comme langue d'enseignement à la prochaine année universitaire. Faut-il s'inquiéter de la situation du basketball congolais avec un palmarès peu reluisant? La République du Congo est en perte de vitesse dans le classement de la FIBA où les Diables Rouges occupent la 116e place. Aucune participation aux Jeux Olympiques ni en Coupe du Monde. La République du Congo se contente d'une 5e place en 1980 en championnat d'Afrique, ce qui inquiète certains athlètes, comme nous l'explique José Douglas. C'est un cri d'alarme que lance l'ancien basketteur international congolais Rudy Okamba, qui avait misé beaucoup d'espoir chez les autorités de son pays après les Jeux africains de 2015 au Congo-Brazzaville. Mais à ce jour, aucun sursaut venant du ministère des Sports et de la Fédération pour redorer le blason du basket. Malheureusement, depuis 2015, il n'y a plus rien. On devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Rudy Okamba voudrait que les autorités de son pays soient à l'écoute car l'équipe nationale n'est plus représentée, n'a pas d'actualité. Pourtant, les joueurs sont très nombreux. Alors oui, le message à lancer aux institutions, c'est aidez-nous. Aidez-nous, bossant ensemble. On a une grosse génération. Je ne sais pas si on aura encore une génération. On a des joueurs qui vont peut-être aller en NBA. On a des joueurs partout qui jouent en professionnel. Et là, sur le projet Elite Basket Congo, j'ai un groupe de 30 joueurs professionnels. Et voilà, je dis juste au pays, aidez-nous à reconstituer cette équipe nationale. Pour la survie du basket au Congo-Brazzaville, Rudy Okamba a été obligé de créer une équipe qui porte le nom d'Elite Basket, regroupant des joueurs du pays, et pour garder le contact avec les internationaux, d'où cette participation au dernier Quai 54. Au niveau du Quai 54, on trouve l'organisateur qui est un Africain, qui est sensible à l'Afrique, qui nous a donné l'opportunité de participer à ce tournoi. Derrière nous, on fait les choses, c'est-à-dire qu'on a engrangé notre première victoire. L'année dernière, on a fait du bruit. Et puis, l'idée, c'est d'occuper l'espace médiatique pour faire parler de nous. Pas de club représentant le pays à la BAL, la Basket Africa League, l'antichambre de la NBA en Afrique. La BAL, j'y suis sensible. Je pense qu'il faut faire les choses étape par étape. C'est comme un club de basket, il y a l'équipe première. L'équipe première draine toutes les générations. Et là, j'essaye à travers ce projet-là de faire comme une équipe première, une équipe nationale. Et derrière, pourquoi pas participer à la BAL. Enfin, Rudy Okamba et les joueurs espèrent qu'ils seront entendus pour que dresse de nouveau le drapeau national dans les salles. Et les joueurs ont encore démontré leur talent récemment en finale du Quai 54, où ils ont été battus par fusion de Gershon Yabusele, qui s'est imposé pour la 7e fois dans la compétition face à Elite Congo 70-41. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.